Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes Irène Et Lorraine. et on va présenter l'atelier sur la consommation Collaborative. de manière. Collaborative. Du coup, c'est cette partie-là, de cette magnifique dessin. Alors, on a commencé sur la consommation collaborative, c'était l'atelier 1. Du coup, on s'est peu questionné, ils nous ont d'abord défini qu'est-ce que c'était la consommation collaborative. Nous, on va utiliser les mots qui sont ressortis lors de l'atelier. Quelqu'un a dit la consommation collaborative, c'est des communautés, des consommateurs. Du coup, on va prendre ces mots-là comme notre mot de marque. Après ça, du coup, on a commencé à réfléchir tous ensemble avec les participants, qu'est-ce que c'est consommer. Et du coup, on a dit qu'il y a différentes façons de consommer. On peut consommer des biens, des services. Par exemple, Marco Lucorato, l'intervenant, le représentant de la corderie, nous dit que, en fait, quand on consomme un bien, cette relation n'engage que le bien. Quand on consomme un service, cette relation engage aussi la personne. Par contre, on peut aussi consommer en vue d'un intérêt personnel, Individuel. Par exemple, c'est les échanges de maisons. Quand on va faire en vacances chez quelqu'un et que lui, il vient chez nous. Donc ça, c'est vraiment un intérêt individuel. Et on peut aussi consommer dans un but d'un intérêt général. Donc là, c'est une autre manière de consommer. Par exemple, si on veut respecter l'environnement et qu'on fait une consommation réfléchie. Donc après, on a voulu, avec le schéma, présenter les deux mondes pour revenir au fil rouge de la journée. Le SS, c'est l'économie collaborative. Donc forcément, la consommation collaborative, elle fait partie du monde de l'économie collaborative parce qu'elle répond aux trois caractéristiques qui sont là-haut. L'usage prédomine sur la propriété, le web, l'importance du web et la relation entre pairs. Sauf qu'après, on a vu aussi que dans ce monde-là, il y avait plein d'acteurs différents, en fait. c'est le petit point. Si vous voulez venir lire après, et en fait, au même titre, dans l'économie sociale et solidaire, il y a plein aussi d'acteurs différents. Et en fait, il y en a qui sont complètement opposés, qui ne se rencontrent pas, et il y en a par contre qui convergent vers cet espace un peu commun. Et c'est dans cet espace commun qui se retrouvaient les intervenants de l'atelier 1, et du coup c'était la corderie, le représentant de la corderie, le représentant de la loupe. Et en observant et en écoutant leur discours, on s'est rendu compte que même s'ils ont des objets très différents, tous les deux, ils montraient un intérêt tout particulier vers le développement du lien social. Du coup, on a observé que dans ce développement du lien social, il y avait trois caractéristiques qui ressortaient de leur discours. C'était premièrement par rapport au temps. En fait, donc le temps, il y avait une place particulière. Donc dans l'accorderie, c'est un système d'échange de services, c'est en fait la banque, enfin la monnaie, c'est le temps. Et dans la Louve, c'est un supermarché coopératif et les adhérents doivent, enfin les sociétaires doivent donner 3 heures de leur temps par mois. Donc c'est un temps bénévole. Et en fait, ça soutient ce temps-là, soutient le lien social, comme les deux autres points. Deuxièmement, il y avait vraiment une espèce d'attachement, un ancrage au territoire. Du coup, les deux associations travaillent sur un territoire et ils ont un lieu physique. Un lieu physique pour que les gens se rencontrent et ça soutient voilà, le lien social. Exactement. Et troisièmement, le web. Les deux associations, ils ont admis que le web et les nouvelles technologies leur ont permis de se développer et de se créer, mais ce web, il avait aussi un autre côté. C'était un outil, en fait, ils le voyaient comme un outil, mais au service de la relation entre personnes, des échanges et toujours du lien social. On en revient à ça. Mais, pour finir, c'est un danger. En gros, le web, ça a permis, donc c'est un outil, ça facilite le développement très rapide de toutes ces initiatives de l'économie collaborative, donc ça permet de se développer très rapidement. Mais en fait, on a remarqué, enfin les gens m'ont fait remarquer que du coup, la législation, le cadre juridique n'avait pas évolué avec, et ça crée des vides juridiques et parfois fiscaux avec des questions comme les questions de l'assurance. Pour la corderie, si une personne va cuisiner chez une autre, qu'elle se brûle et qu'il y a un accident, qui est responsable, etc., problème d'assurance. Donc c'est des questions qui se posent et qui voilà, il faudra trouver des réponses. Voilà. si vous voulez des réponses, embauchez-nous. Ça va être difficile de passer derrière nous. Alors moi c'est Luc et toi c'est Florence. Et nous la collaboration ça s'arrête à la feuille qu'on partage. Donc très rapidement, donc effectivement nous étions sur l'atelier production collaborative. Donc nous avions, je suis désolée je lis, j'ai eu pardon, voilà. Nous avions Monsieur Wolny donc de la SIG-SAPI qui nous a proposé, qui nous a présenté donc le tiers-lieu et notamment les outils de coworking et de Fab Lab.
Et Madame donc Blanqui, qui est chercheure donc, sur des GDR, des groupements de recherche, et elle a mis en valeur donc, la participation de la recherche sur des ateliers participatifs et comment la recherche peut amener des groupes de travail à rentrer en action. Et ça permet donc ces groupes de travail de mieux intégrer donc, les citoyens. Donc Carolina nous avait fait donc, une présentation, on peut dire vraiment excellente et vraiment très fine. Donc sur la différence entre la coopération et la collaboration. Donc la coopération, c'est lorsqu'il y a répartition du travail pour un résultat fixé. Et la collaboration, le travail est partagé, mais le résultat se fait au fur et à mesure. Et ça, c'était effectivement important de faire le distinguo. Avec un facteur évolutif. Tout à fait. J'avais fait exprès de ne pas le dire pour que tu puisses rebondir. Donc la collaboration donc, amène une grande autonomie et la coopération, une dépendance réciproque, une hiérarchisation, donc il y a besoin d'un coordinateur. Et je passe la parole à Luc, de l'autre côté de la feuille. Donc, Madame Blanqui nous a parlé de la recherche-action qu'elle mène, et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant parce qu'il y a l'application de l'ensemble des acteurs qui sont dans le milieu. Alors, son expérience est beaucoup dans le Canada avec les Inuits, mais elle est aussi sur Montpellier avec l'expérience de Tela Botanica et Tela Insecta. Et là, eh bien, tout à coup, tous les citoyens peuvent se transformer en collaborateurs scientifiques. Alors, comment on fait? Eh bien, on apprend aux gens à distinguer quelles sont les sortes de papillons, de guêpes et tout ça. Et puis voilà, eh bien, on a trouvé une guêpe à tel endroit, donc on a pris une photo, on se situe, et puis on envoie la photo. Et puis donc, le scientifique à ce moment-là va travailler sur ces insectes et ces photos qui arrivent, et donc ça peut situer la biodiversité dans le territoire. Et donc ce travail collaboratif fait que, eh bien, on transforme tous les citoyens en personnes responsables de l'environnement, et pas seulement en quelqu'un qui va dire oui, je suis pour l'environnement, mais sans le connaître. Donc ce système de travail est tout à fait innovant et tout à fait intéressant par rapport au changement que ça produit dans la société, par rapport à la responsabilité à la fois des chercheurs qui ne travaillent pas seulement sur un coin extrêmement petit, mais ça permet aussi de faire que les chercheurs s'impliquent avec les citoyens avec les chercheurs. Donc c'est une relation nouvelle que demandent d'ailleurs la plupart des nouveaux chercheurs qui s'impliquent dans ce travail, parce qu'ils refusent l'ancien modèle de sectorisation extrême où on va s'intéresser à un petit morceau de la vie du puceron. Hein, donc voilà. Donc ça, ce travail-là est vraiment fondamental. Ensuite, eh bien, avec monsieur Bolny, alors oui, parce que j'ai mal écrit là. Donc lui, son cheminement est intéressant parce qu'il a commencé par être, disons, une sorte de laboratoire de conseil. Et puis il vendait des prestations par rapport à ça. Et puis bon, ben, un jour il en a eu marre d'être seulement un conseiller, il a voulu devenir un acteur. Devenant un acteur, eh bien, il a dit ça ne me suffit pas de vouloir être sur le terrain pour pouvoir aider des gens à se libérer un petit peu des contraintes ordinateurs, mais on va créer un tiers-lieu. Et ce tiers-lieu, c'est un endroit donc, où on va créer des dynamiques entre les différentes personnes qui peuvent avoir quelque chose à donner sur le territoire. Et donc, ça devient à la fois un lieu de rencontre, un lieu de développement de la conscience citoyenne et des échanges de savoir citoyen. Donc, c'est en gros ce travail-là qu'il a beaucoup développé, avec quelques petites choses. Il y avait un ou deux mots qui étaient particulièrement intéressants. Un homme a toujours besoin d'une femme. Voilà. Est-ce que c'est le concept d'organisation apprenante, peut-être? Voilà, c'est ça. Peut-être. Où on a tendance à se reposer sur les acquis, alors que si on veut innover, eh ben, il ne faut pas se baser sur le passé. Oui. Et Monsieur Bolny, tu veux le dire? Vas-y, je t'en prie.
Il se caractérise et c'est comme un Lui, il s'appelle infosociologue, donc il est à la fois à mi-chemin entre l'informatique et la sociologie. Donc c'est assez intéressant. C'est bon, oui, c'est bon là. Et puis,